Céline Lafontaine est sans aucun doute une de nos jeunes sociologues les plus talentueuses. Professeure à l'Université de Montréal, elle a spécialisé ses recherches dans le domaine du corps humain, de l'industrie et du marché biomédical. Elle dénonce inlassablement une économie fondée sur la marchandisation du corps et des processus vivants comme nouvelle source de productivité et d'échange commercial. Bonjour madame, bonjour monsieur et bienvenue sur le plateau de l'émission Dialogue. Notre objectif est à la fois simple et ambitieux. Nous essayons de mesurer l'importance, l'intensité des grands enjeux sociaux du moment à travers des débats et en ayant invité notamment une experte en la matière pour ce qui est du thème d'aujourd'hui. Céline Lafontaine, bonjour. Bonjour. Et comme vous l'avez remarqué, nous avons ici Thérèse Miron, journaliste à Ovidec, qui va réagir, qui va nous suivre de très très près. On l'aperçoit à la caméra, puis on va la voir tout le long de nos échanges. Et j'ai hâte tout à l'heure d'avoir ses réactions au bon sens du mot. Céline Lafontaine, ça fait plaisir de vous recevoir. On se connaît depuis assez longtemps. Vous avez publié, on va le voir plus tard à l'écran, Le corps marché de Céline Lafontaine aux éditions du Seuil. Vous aimez ça publier à Paris, vous, hein? Je sais pas si j'aime ça, mais... c'est plus efficace. C'est parce que ma thèse de doctorat, je l'ai publiée à Paris, puis ensuite les autres ouvrages ont suivi. Alors, vous dénoncez dans ce livre-là la marchandisation de la vie humaine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, marchandisation de la vie humaine? On connaissait l'irrespect de la vie humaine, on connaissait... Bon, mais la marchandisation, c'est quoi? Bien, la marchandisation, bien, évidemment, ça date pas d'hier. Hein. La marchandisation de la vie humaine, c'est aussi vieux que l'histoire humaine, puisque les premières formes d'économie ou de marchandisation des corps qu'on connaît, évidemment, il y a l'économie des femmes, hein, l'échange des femmes, qui est une forme de marchandisation, une des formes les plus universelle de marchandisation du corps humain. L'autre forme qu'on connaît bien, c'est celle de l'esclavage, hein, donc les êtres humains échangés comme des marchandises. Ensuite, celle du travail ouvrier. C'est pas tellement le corps humain, mais la force de travail qui est échangée, hein, comme une marchandise. Les employés, on le voit, hein, de plus en plus, sont des marchandises. Le travail est une marchandise. Moi, ce qui m'intéressait, c'est les nouvelles formes de cette marchandisation du corps, mais là, du corps compris comme dans sa réalité matérielle. Hein, les organes, évidemment, mais aussi les cellules souches, les gènes. Et c'est vraiment tout le corps biologique qui m'intéresse, et c'est cette nouvelle forme de marchandisation du corps biologique qui m'apparaît la plus significative de notre époque. C'est ça, et une source, c'est essentiellement, le corps devient le prétexte ou le support d'une rentabilité dans l'échange commercial, finalement. Oui. Oui. À vrai dire, ce qui m'a intéressé, c'est la bioéconomie. Donc, c'est une économie du vivant qui concerne évidemment toutes les espèces vivantes, hein, que ce soit les animaux, que ce soit les végétaux et l'humain, tout est ramené à une marchandise. L'idée de bioéconomie, c'est l'idée que la plus-value, donc ce qui rapporte le profit, c'est la mise en productivité du vivant. L'image qu'on connaît le plus, c'est peut-être celle des OGM, des organismes génétiquement modifiés, mais évidemment, pour ce qui est de la biologie humaine, c'est la question des cellules souches, des embryons. C'est ça, parce que c'est pas la vente de médicaments que le corps ingère, c'est véritablement une des composantes du corps. Et vous dites bien d'ailleurs que nous donnions notre sang. Je fais exprès de dire ça à l'imparfait, parce que le don s'arrête là. Très souvent, c'est pas qu'on nous détourne un flacon de plus, mais c'est à travers les prélèvements qu'on le fait maintenant, les examens de laboratoire. Il y a en arrière du décor que nous connaissons, il y a valeur d'échange qui se développe
à travers les prélèvements qui sont, j'allais dire, prélevés, détournés par rapport à la valeur d'usage qui correspond à l'examen de laboratoire qui nous intéresse. Bien, c'est-à-dire que maintenant, surtout avec les nouvelles formes de recherche biomédicale, tous les produits du corps humain ont une valeur thérapeutique qui peut devenir thérapeutique, mais en tout cas une valeur pour la recherche. Et justement, c'est cette mise en valeur du corps humain par les développements, par le génie génétique, par la biologie cellulaire, par l'usage de produits du corps humain dans le domaine biomédical, fait en sorte que chaque partie du corps a une valeur et peut être l'objet d'une appropriation. Par contre, ce qui est paradoxal, c'est que l'économie du corps humain qu'on connaît, celle qui est socialement acceptée, c'est une économie du don. Ou justement la question du sang qui était, après la Deuxième Guerre mondiale, au cœur de nos systèmes de santé, le don de sang pour la nation, qui rappelait le don de sang de sa vie après dans la guerre. C'est le fondement même de nos systèmes de santé. L'importance, rappelez-vous, le scandale du sang contaminé, c'est toute la solidarité sociale, toute l'idée du corps politique, du corps de la nation. Et petit à petit, ça s'est transposé sur la question du don d'organes. Et cette rhétorique du don, elle est demeurée la plus importante. Il y a encore du don d'organes, mais parallèlement, c'est développé du trafic d'organes, parallèlement à l'échelle internationale, j'entends. Et donc, mais on continue toujours sur cette même logique d'appropriation des cellules souches, du brevetage, de la recherche, où on est sorti justement d'une économie où c'est un corps à corps, 100 à 100 organes pour un autre être humain, à des logiques beaucoup plus complexes d'appropriation et d'utilisation, mais ce que j'essaie de montrer dans mon livre, on demeure dans l'idée d'une économie du don, alors que de plus en plus se met en place une logique d'appropriation, de bioéconomie, qui repose sur des principes du capitalisme, donc d'inégalité sociale. Alors, ce que vous dénoncez aussi en partie, j'ai trouvé ça particulièrement brillant, c'est on peut pas acheter mon corps si je veux pas le donner, on peut pas l'acheter, pas tout à fait en tout cas. Par contre, on peut en acheter des morceaux, c'est-à-dire que on tourne la difficulté en coupant, en segmentant en quelque sorte le corps humain de façon à pouvoir développer une plus-value dessus. Hein? Bien, ce qui est complexe, c'est que finalement le corps humain, en tout cas dans l'état du droit actuel, mais encore là, on peut pas le marchandiser, on peut pas, même les cellules, mais on peut les breveter. C'est-à-dire que si vous voulez vendre vos cellules, légalement, vous n'avez pas le droit de vendre vos cellules. Par contre, un chercheur à qui vous avez donné vos cellules peut, par le biais de sa recherche, par le biais d'un brevet, s'approprier ces lignées cellulaires. Et là, c'est comme ça que c'est la propriété intellectuelle qui va déterminer l'appropriation du corps humain. C'est pour ça que c'est complexe et qu'on comprend moins ces mécanismes-là. Mais finalement, il y a une espèce de paradoxe où le corps, on peut pas le marchandiser, mais il devient une marchandise une fois qu'il est transformé par les biotechnologies. Mais ça devient la matière première et donc il y a une importance de plus en plus grande sur nos populations de l'usage du corps. Ça fait un peu bizarre, mais vous avez raison de l'employer, de dire matière première. On pense à du charbon, de la terre, du ciment, mais on ne pense pas au corps humain comme matière première. Là, c'est vraiment l'expression reprend toute sa valeur, en quelque sorte, au niveau de l'économie capitaliste. Hein. Vous dites également mondialisation. Et alors, ce qu'on sait à travers les reportages qu'on a pu voir, c'est par exemple que on peut échanger, on peut aller à Cuba, ça coûte moins cher et c'est plus rapide. On peut échanger du gaz contre des médecins, mais aussi on peut aller aux Indes où on aura une opération pas chère et très très bien faite, ou en Égypte ou en Tunisie. Et vous parlez même de l'Inde comme une espèce de plaque tournante de ce commerce-là. Hein? Mais c'est-à-dire qu'il y a vraiment des couches de ce corps marché, parce que une des thèses que j'essaie de montrer dans mon livre, c'est que vous savez, si vous regardez les informations à tous les jours, là, c'est quoi la préoccupation principale de notre société? C'est la santé qui est devenue l'espèce de valeur fondamentale, mais aussi l'enjeu du capital, l'enjeu économique majeur. Donc, cette santé dans un univers globalisé et la recherche scientifique en matière de santé, où la définition de la santé s'est de plus en plus élargie, ça pose des questions. Donc, il y a des couches. Hein, il y a vraiment l'exploitation première, par exemple, des lignées de cellules, des cellules souches, mais
par exemple, l'Inde, qui est vraiment développée au niveau des biotechnologies, du fait de l'industrie de la procréation assistée, parce qu'un des grands enjeux, ça a été l'industrie de la procréation assistée, où on a produit en masse des ovules et des embryons de façon surnuméraire. Ce qu'on a appelé les embryons surnuméraires, ce sont les embryons qu'on a produits en surplus dans une logique de productivité médicale pour la fécondation in vitro. Évidemment, en Inde, on a une grande industrie de la procréation assistée du fait du statut social aussi des femmes, de l'importance de la fécondité dans ces sociétés-là. Et le statut des ovules et des embryons n'est pas le même. Hein? Et on est dans d'autres contextes où, par exemple, les femmes ne peuvent pas se permettre ce traitement. Donc, en échange, on va échanger des ovules. Et ces ovules-là, ils sont disponibles pour la recherche. Et on voit se développer la recherche en médecine régénératrice sur les cellules souches embryonnaires beaucoup en Inde. Et là, on va voir apparaître un phénomène de tourisme médical où les riches des pays occidentaux porté par la promesse, parce qu'il faut comprendre que c'est le summum du capitalisme dans la mesure où on touche aux enjeux de vie, de mort, de santé, de la promesse. Et donc, on va voir souvent des gens partir, ça commence à être répertorié, il y a de la littérature importante là-dessus, qui vont finalement devenir des cobayes au service de ces chercheurs en Inde, en Chine, qui proposent évidemment des traitements qui ne sont pas encore permis, que ne seront peut-être jamais dans nos sociétés. Donc là, il y a un phénomène à la fois d'exploitation des corps comme matière première, mais aussi du corps comme logique d'expérimentation, où les gens se transforment eux-mêmes en cobayes. C'est ça. Alors, matière première, on va reprendre ce terme qui vraiment est difficile à porter quand même quand on y réfléchit, mais la matière première, elle n'est pas innocente, elle est féminine surtout. Exactement. Et c'est ça, en tout cas, un des enjeux que j'ai voulu faire ressortir dans mon livre, c'est que c'est l'inégalité des corps. Hein? C'est-à-dire que le corps marché, c'est qu'évidemment, il va y avoir des gens qui vont éventuellement profiter de ces enjeux-là, mais ultimement, je pense que tout le monde est perdant parce que si on est dans la quête d'immortalité, je crois que tout le monde va être perdant à la fin. Mais c'est effectivement, c'est que avec l'industrie de la fécondation in vitro et la possibilité d'avoir eu en masse des ovules et des embryons sur lesquels on a fait des recherches, vous savez, on a trouvé ces fameuses en 98, ces fameuses cellules souches embryonnaires. C'est pas une grande découverte du point de vue de la biologie, hein. C'est comme évident que l'embryon, dans ses premiers moments, va se transformer à la totalité de l'être humain. Donc, c'est pas une grande révolution scientifique, c'est une grande révolution technoscientifique, c'est-à-dire de pouvoir transformer puis utiliser ces embryons-là pour la recherche, d'où la grande vague de la médecine régénératrice. Mais étant donné dans nos pays les difficultés éthiques, les questions que soulève l'utilisation des cellules souches embryonnaires, on a trouvé, et là on est parti à la course des cellules souches, et on a trouvé évidemment beaucoup des cellules souches dans le centre cordon ombilical. Je vais y revenir parce que ça c'est très important. Le fameux cordon. Le cordon qui est très important pour la leucémie, où on l'utilise. Mais en ce moment, il y a une privatisation à travers les banques privées au Canada. Et on a trouvé aussi, évidemment, dans le sang fœtal et aux États-Unis, on voit apparaître dans le sang menstruel. C'est pas surprenant. Donc, tous des tissus du corps humain qui sont liés à la reproduction. C'est pour ça que certaines féministes que j'ai utilisées parlent justement de la logique reproductive. Hein, c'est le capital qui sert de ces cellules-là pour les détourner de leur origine. Et donc, là, on voit, par exemple, c'est ça, des banques de sang menstruel aux États-Unis avec l'idée qu'on pourrait éventuellement les utiliser pour guérir des maladies. Tout ça, je tiens à le préciser, on est dans une économie de la promesse. Hein, les anthropologues, les sociologues, les économistes qui travaillent sur ces questions-là parlent d'une économie de la promesse parce que, dans les faits, on est plutôt dans la spéculation que dans des réels... Il y a 20 ou 30 ou même 40 ans, ça ne me rajeunit pas. On parlait déjà de congeler les têtes, notamment la fameuse tête de Walt Disney qu'on a finalement retrouvée dans une poubelle. Il y a, ça me donne l'occasion, derrière tout ça, le fond de décor, est-ce que c'est la marchandisation de la vie ou est-ce que c'est la marchandisation de l'antimort, de la vie éternelle, de la vie... C'est ça le fantasme qui est en arrière, qui fait vendre le ressort, c'est ça. Dans mon ouvrage précédent, je m'étais intéressée justement à la quête d'immortalité par la science, aux transformations du rapport à la mort, à cette idée qu'on va pouvoir par la science, finalement, que la mort, c'est qu'un élément du processus d'évolution, que si on comprend les mécanismes, on pourrait les transformer. Et qui anime justement la société contemporaine avec le culte de la jeunesse et tout ça. La question
question de la marchandisation du corps, c'est vraiment, je vais reprendre les termes, des vieux termes marxistes, c'est l'infrastructure. Finalement, une société qui rêve d'immortalité, qui n'arrive pas à faire face à la finitude, bien finalement, quelles sont les logiques économiques à l'œuvre? Bien évidemment, c'est des logiques où le corps prend dans sa dimension corporelle, où les processus vitaux deviennent des enjeux économiques, des enjeux d'appropriation fondamentaux. Donc, les deux sont liés. Il y en a un qui c'est plus de l'ordre de l'utopie du rêve et la question du corps, elle est plus de l'ordre de l'organisation de la société et des logiques économiques. Parce que quand on regarde, je suis pas un publicitaire, loin de là, mais quand on voit comment la publicité nous arrive, on s'aperçoit que c'est à la fois du rêve, c'est toujours du rêve, mais c'est de la peur en même temps. On joue sur ces deux cordes-là, et là, c'est vraiment ça. C'est la peur de mourir, c'est le rêve de rester perpétuellement jeune, finalement. Bien, c'est ça. C'est-à-dire que c'est vraiment cette idée de l'économie de la promesse. Et à la fois, il y a une moi, ce qui m'étonne, c'est qu'à la fois, tout le monde, hein, riche ou pauvre, peuvent être exploités. C'est ce que je te montre à la fin. Parce que quand on part puis qu'on subit soi-même des traitements qui sont un peu... parce qu'on est prêt à tout pour guérir, il y a là aussi de l'ordre de la souffrance humaine. Hein. Il n'y a pas juste les riches ou les pauvres qui souffrent. Les riches peuvent aussi souffrir. Donc, c'est une espèce de société de système qui touche vraiment au fondement de ce qu'est l'être humain. Et c'est ça, moi, qui m'inquiète, c'est l'ampleur et la difficulté qu'on a à trouver, justement, le sens de la maladie, le sens de la mort, évidemment, la défaillance. De plus en plus, le corps humain est toujours mesuré à l'ombre de la machine, toujours défaillant. On est dans une société de performance du corps. Évidemment, le vieillissement, c'est l'ultime dégradation biologique. On le voit de plus en plus dans une perspective purement biologique de dégradation. Mais aussi, je dirais, le corps est lui-même toujours mesuré à l'ombre de la machine. Et là, ça amène une dévalorisation systématique. C'est ça. Dans ma tête à moi, non instruite avant de vous lire, je pensais surtout que l'avenir de la technologie et donc des marchés qui sont en arrière, c'était les petites machines qu'on allait nous mettre sous la peau, qui allaient nous détecter tout ça, puis il allait y avoir une centrale de télévision quelque part qui allait alerter les bonnes personnes pour nous sauver. Mais c'est pas... Et comme le médicament, à la limite, le médicament puis la micromachine, puis finalement, c'est pas ça. C'est le corps lui-même qui devient le sujet d'un marché, l'objet et le sujet d'un marché en même temps. Je dirais que c'est les deux. Oui. C'est-à-dire que c'est vraiment les deux, c'est que le corps devient une pure matière. Hein, on essaie de faire des ordinateurs à base d'ADN. Il y a une espèce d'aplatissement du vivant avec le reste de la marchandise, ce qui fait en sorte que, machine ou non, le corps est conçu comme une machine, comme une matière première. Donc, on peut regarder du point de vue des nanotechnologies, par exemple de la nanomédecine. On va être plutôt dans justement l'idée de faire des dispositifs, des mini-robots. Et de l'autre côté, en tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt tout ce qui est de l'ordre de la médecine régénératrice, où là, ce sont les cellules. Mais les cellules, elles sont utilisées dans une perspective de marchandises. Elles sont en concurrence, par exemple, avec l'industrie chimique. Hein, le discours qu'on va entendre, c'est que finalement, ben là, c'est plus naturel d'utiliser des cellules que d'utiliser des molécules. Mais en réalité, il faut bien savoir que ces cellules-là ont été modifiées, transformées pour pouvoir être utilisées comme des médicaments. Donc, je dirais que c'est plutôt la confusion entre ce qui est de l'ordre du vivant et du non-vivant. OK. Alors, j'ai envie de lire un extrait pas loin de la conclusion, très rapidement, puis de vous faire réagir là-dessus pour terminer cette première partie. À moins de croire qu'il est possible de comptabiliser socialement la valeur financière de chaque vie, au nom de quel calcul économique pourra-t-on décréter qu'une personne est trop âgée, trop malade, trop handicapée pour recevoir un traitement gratuitement? La question est d'autant plus pertinente que dans un monde marqué par les valeurs de performance et de productivité, on vient d'en parler, la notion de qualité de vie est au centre des débats sur l'euthanasie. La valorisation de la vie biologique individuelle participe de la dépolitisation des sociétés occidentales. Il va falloir m'éclairer. Dépolitiser?
C'est-à-dire que la dépolitisation, ça fait référence au fait que, justement, la santé est un enjeu de lutte, d'inégalité sociale, de groupe social. Et de plus en plus, ces enjeux-là d'inégalité sociale, qui sont au cœur de la logique marchande, du corps marché, sont occultés par d'autres questions, des questions de santé, mais on voit pas que derrière ces questions-là, ce sont des enjeux politiques, économiques, des enjeux d'inégalité sociale. Et en même temps, dans cette vision extrêmement illimitée de la santé, où le vieillissement devient lui-même une maladie, ça pose la question au nom de quoi? Ben finalement, la seule raison, ça va être ceux qui vont avoir de l'argent. Hein, donc, au nom de quoi, si on n'a pas une réflexion sur la finitude, sur ce qu'est la qualité de vie, et non pas une qualité de vie qui est ultimement performance, mais c'est toute la logique du rapport aux soins, du rapport à la santé qu'il faut repenser, parce que ultimement, ça va être au nom de ceux qui ont de l'argent pour se payer ces médicaments-là et, pour un moment, vivre cette promesse qui est évidemment vouée à l'échec. Bien, je suppose que vous avez donné le goût à ceux et celles qui nous écoutent d'acheter le livre ou de le lire, de le demander en bibliothèque. Première partie donc de l'émission Dialogue, et si vous voulez bien, on va aller chercher, j'ai hâte d'ailleurs, les réactions, mais les réactions au sens du réacteur aérien, les compléments, si j'ose dire, qui vont nous permettre de pousser la réflexion davantage auprès de Thérèse Miron. Thérèse Miron est journaliste et rédactrice multimédia au service de l'information chez Ovidec. Dans une vie antérieure, elle a été professeure au département de sciences religieuses de l'UQAM. Elle reste une théologienne critique à respectueuse et féconde distance du prêt-à-penser en la matière. Thérèse Miron, bonjour. Nous avons écouté Céline Lafontaine tous les deux avec passion, intérêt, oui, mais peut-être avec un peu d'inquiétude aussi, hein? Oui, bien sûr qu'il y a une inquiétude. Moi, je trouve que, en regard de ce que Madame a évoqué, puis en regard de ce que j'expérimente aussi, je vois autour de moi et ailleurs, je trouve que le corps est devenu une dictature. Bon. Et ça commence très tôt. Il faut être comme ceci, il faut être comme cela. Quand on pense que des petites filles, des petits garçons n'aiment pas leur corps parce qu'il n'est pas selon ce qui est demandé. Bon, alors moi je trouve, et sans compter l'adolescence et plus tard, et bon, et moi je trouve que si on a un corps, ça dépend de ce qu'il y a derrière, pour vivre, bien sûr, mais pour être en relation, pour apprécier l'existence ou bon, en profiter d'une certaine manière. Quand le corps devient une dictature, on n'est pas bien dedans. Parce que on sent toujours que le dictat vient de l'extérieur de soi. On n'est pas correct, quoi. On n'est pas correct avec une norme, une mode, oui. Avec, bon, plein d'affaires. C'est un peu l'histoire des pieds pour les petites Chinoises autrefois. Oh, c'est terrible. Jusqu'à la mutilation. Oui, bien sûr. Hein, et il faut dire qu'il y a certains corps, pour arriver à répondre à ces critères, sont mutilés. Parce que il faut être comme ceci, comme cela, et ça défigure finalement, ça enlève toute la présence de l'être qui est à l'intérieur. Je dis être, en fait. De la personne. Qui est à l'intérieur. Okay. Et dans ce que Madame a bien dit, moi je trouve ça abominable que le corps devienne une marchandise. Ça enlève complètement la perspective, comme je disais précédemment, d'avoir un corps pour être bien en ce monde. Bien sûr, quand le corps devient malade, c'est la catastrophe dans un contexte de dictature. Ah, ben non, faut pas que je sois malade, puis je vais mourir, puis qu'est-ce qui va arriver? Alors, je comprends que dans une économie d'un espoir absolu, on veuille aller chercher des ressources pour nous sauver la vie. Bon, ça, je peux comprendre. Je comprends aussi que la science évolue, comme toute chose, et qu'elle a, elle aussi, ses tendances, et elle a aussi son, est-ce que je devrais dire, je le dis, son goût de l'argent, son goût du pouvoir, son goût de s'approprier quelque chose. Contrôler quelque chose. Contrôler, bien sûr. Ça. Mais en bout de piste, c'est nous qui sommes contrôlés. Et je trouve que nous sommes
passif en regard de ça. Les gens qui vont lire l'ouvrage ou les ouvrages de Madame pourront être davantage conscientisés. Mais en termes généraux, on se fait, j'allais dire, balloter d'un côté et de l'autre. OK, puis on est comme à la merci de quelque chose sur laquelle on sent peut-être qu'on n'a pas le contrôle. J'ai envie de vous poser une question de type un peu anthropologique. Allez-y. Avant, le corps n'était pas très important. Il fallait préparer son âme, il fallait bien la nettoyer. Puis, si elle était bien blanche, elle était blanche, avez-vous remarqué? La couleur était significative, blanche et propre. Alors là, on avait la vie éternelle. Mais malheureusement, c'est plus très médiatique, comme on dit. Pas du tout. Et donc, peut-être d'où ce culte du corps. Oui, mais justement, c'est peut-être parce qu'on a perdu. Moi, je parle pas là je prône pas une tradition religieuse particulière. Non. Okay. Mais c'est peut-être qu'avec la publicité, avec tout ce qui a été dit, on a perdu notre sens profond de ce qu'est être humain, le sens intérieur de la vie. Et à ce moment-là, on se répercute sur le visible. Je peux toucher au corps, je peux le ressentir, je peux l'apprécier, parce qu'on s'apprécie beaucoup devant les multiples miroirs autour de nous. Et on se dit, de toute façon, quand je serai pas bien ou qu'il y aura une rature, j'irai vers ce qu'il faut. Le garage, finalement. Oui, le garage. Ça. Mais, c'est mécanique. Comme il a été dit, ça enfonce encore davantage l'injustice entre ceux qui ont les moyens. Vous avez été question de voyage, pour aller ailleurs, ça va plus vite, puis bon. Et ceux qui n'ont pas ces moyens-là. Et souvent, les plus pauvres sont ceux qui sont les plus, entre guillemets, méprisés dans ce rapport au corps. Et je trouve ça dommage. Qu'est-ce que l'avenir nous réserve en regard de cette nouvelle façon de voir le corps? Bon, parce qu'il y a quand même une évolution. Il y a eu un temps où on mourait de la tuberculose. On comprend qu'il y a quand même des choses qui sont importantes et bénéfiques. Maintenant, le mot santé, est-ce que ce n'est que le corps? À part ça, il y a des femmes. Bien les sûr. hommes, là, il faut, Oui. L'homme de 50 ans qui vieillit est brillant et charmant. Je caricature, évidemment. Mais est-ce que vous avez 50 ans? La femme, il y a longtemps que je les ai eus. Mais la femme, il faut qu'elle aille se farder, se maquiller, se transformer pour plaire, séduire, etc. Mais il y a de plus en plus d'hommes qui vont de ce côté-là pour être eux aussi conformes, attrayants. Moi, je trouve que ça, en quelque part, le risque, c'est de nous dépersonnaliser. On perd notre identité pour être conforme à quelque chose à la limite, de mécanique et, je pourrais dire aussi d'outrancier. Je trouve ça outrancier que on entre dans la chair humaine, dans le corps humain, pour s'en faire une propriété, lucrative. Et je trouve que je suis pas certaine que c'est une invitation à un mieux-être. OK. Autrement dit, Céline Lafontaine parle beaucoup du capitalisme, du stade ultime de la marchandisation, etc. Mais vous êtes en train de dire c'est l'industrialisation du corps, finalement, la mécanisation du corps, la normalisation du corps qui est en train Mais justement, de créer quand on dit normalisation, qui dit ça? Je veux dire, de quelle normalité parle-t-on? Est-ce que c'est d'être conforme, comme je disais précédemment, à un diktat extérieur qui nous impose de répondre à cela sous peine d'être mis en exergue, ou bien c'est une normalisation, en tout cas, moi, pour le moment, je la trouve, si c'est ça, être normal, je trouve ça très difficile. Okay. Et je souhaite que dans l'au-delà, il n'y ait pas de chair. La liberté de quelque chose, enfin, qu'on nous soulage. Bon, c'est une façon d'exprimer un malaise, parce que je trouve qu'il y a un malaise dans tout ça. Et je reviens, quand je vois des très jeunes qui sont
complexés, je veux dire, c'est très triste de leur corps, parce que ce corps-là n'est pas conforme à un petit gabarit proposé d'avance. Je trouve ça absolument déplorable. Et bien sûr, tout ça pour dire que je ne dis pas que la médecine ou la science ne doit pas poursuivre ses recherches, mais il en a été question, il faudrait peut-être avoir le courage de se poser certaines questions éthiques par rapport à ça. Par exemple? L'éthique, c'est... Oui, l'euthanasie. Et jusqu'où peut-on aller? Bien sûr, il y a la loi, Madame l'évoquait, mais si en laboratoire, on est capable un peu plus loin, moi, je me dis, c'est jusqu'où ça peut aller? Jusqu'où ça peut aller? Et moi, je trouve que il y a une inquiétude devant laquelle on devrait pouvoir s'opposer. Pas tant l'inquiétude, c'est d'abord la comprendre, pourquoi on est inquiet, mais s'opposer à certaines choses qui nous semblent, j'allais dire au-delà du réel, c'est une façon de parler, mais qui semblent risquées pour l'avenir de l'homme et de la femme. Donc, c'est la définition de l'humain, finalement. Oui. Hein? Alors, comme l'humain est plus capable de trouver sa réponse, il fuit c'est une fuite en avant, vers toujours plus beau, toujours plus normé. Est-ce que, aussi, par rapport à je pensais à ça en écoutant Céline Lafontaine tantôt, on est dans une société de plus en plus métissée. Le Québec en est un exemple particulièrement significatif. Est-ce que on risque pas aussi de magnifier l'uniformité dans un certain sens au bout d'un moment? C'est l'histoire des tomates qu'il faut rendre carrées parce qu'on en met davantage dans un cajot. Bien sûr, bien sûr. Oui. Mais c'est ça, quand vous parlez de normalisation, c'est là où je constate qu'on y perd. Si on est tous comme des robots, entre guillemets, où est notre particularité, où est notre différence, où sont nos caractéristiques en tant qu'être humain, s'il faut que tout soit conforme selon un encadrement bien précis. Et d'ailleurs, il a été question de la finitude et de cette quête d'immortalité. Moi, je pense que tant et aussi longtemps qu'on refusera que dans la vie, il y a aussi la finitude, on va se cogner contre des ravins terribles. C'est ça. Parce que, je veux dire, sur cette terre, en tout cas, tout n'est pas, enfin, si on peut dire tout, l'éternité puis l'éternel sans fin, moi, j'ai jamais vu ça et je suis pas sûre que ça serait une bonne chose. La finitude, c'est l'expérience humaine aussi. Oui, c'est ça. Vous savez à quoi ça me fait penser? On a un peu de temps. Oui. La pièce de Giraudoux, qui date de 1938, elle s'appelle Amphitryon 38, où Zeus, qui veut conquérir la femme d'Amphitryon, se déguise en Amphitryon, fait sortir le général en question de la couche nuptiale pour des raisons stratégiques et militaires, et donc séduit. Et finalement, elle s'aperçoit au bout d'un moment que il était un autre, alors qu'il est le Tout-Puissant qui est capable d'imiter totalement la série, parce qu'il y a comme une indifférence quelque part, indifférence. Hein? Il a une espèce il est pas dedans. Il est, vous parliez d'intériorité là, il est pas dans le portrait. Hein? C'est un peu ce malaise-là, non? Oui, moi je trouve, puis d'ailleurs vous avez parlé de séduction quand même. Oui. C'est sûr que ces techniques peuvent séduire certaines personnes, dire on va trouver la solution, puis je vais pouvoir guérir, puis vivre plus longtemps, puis avoir les enfants que je souhaite, et puis enfin, c'est toute la manœuvre. Bien sûr que c'est séduisant. Ça inspire, ça attire. Ça stimule, comme on dit. Oui. Mais, je veux dire, c'est pas gratuit non plus. Mais moi, je pense que ça fait rouler, ça a bien été dit, ça fait aussi rouler tout ce qui concerne le capitalisme. Le corps est devenu capitalisant.
Oui, il fait partie de... Oui, il est sur l'étagère, il est à l'étalage. Sans compter tous les produits. Il y a le corps lui-même, la chair, bon, le sang, les cellules, mais il y a aussi tous les produits qui sont en marché pour que le corps soit, dit-on, moins ridé, plus en forme, telle vitamine va faire telle chose. Bon. Quand certains disent ça sert à rien de se bourrer de vitamines, mangez bien et faites un peu d'exercice. Voyez-vous, là, moi je trouve que des fois on est abusé dans tout ça et faut faire attention à la séduction que ça génère et que ça crée. D'ailleurs, ça s'appelle produit de beauté, hein? Oui, bien sûr. Ça s'appelle pas produit de confort ou de je sais pas quoi. Oui, Ça absolument. Produit de beauté. Oui. Autrement dit, on est en train, est-ce qu'on est en train, voilà, faut le mettre en questionnement, est-ce qu'on est en train de construire des béquilles, d'imaginer plein de béquilles pour nous amener à une valeur marchande suprême au détriment de ce qu'on pourrait appeler la différence, mais aussi, j'allais dire, la valeur d'usage au sens clair du mot, qui veut dire la valeur de la vie de tous les jours. Mais je trouve ça me fait penser, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est un vieux film, ça s'appelait Le Soleil vert. Oui. Bon, pour les gens qui ont vu ça. Et les gens, bon, quand ils avaient cessé de vivre ou d'aimer la vie, bon, ben ils allaient dans une espèce d'industrie. Et puis... on leur passait un beau film euphorisant et puis on les passait au tordeur. Puis on se servait de leurs composantes physiques pour autre chose. Oui. Alors, c'est comme en voulant dire, ben j'en ai assez, voilà. D'ailleurs, est-ce que, et ça sera ma dernière question, est-ce que ce soleil vert, c'est pas le fantasme d'une transmission qui n'en est pas une, finalement? Ben, on peut voir ça de cette façon-là, dépendamment de ce qu'on entend par transmission. C'est sûr que, bon, moi, je peux me faire injecter des choses qui appartiennent à quelqu'un d'autre, et ça peut, bon, admettons, peu importe la maladie, ça peut m'aider. Il y a comme une forme de transmission, mais c'est une transmission anonyme. Il y a pas le plaisir de dire je te donne et voir l'autre dire ah merci c'est agréable. Bon. Oui, puis il y a eu de la part de Céline Lafontaine, elle nous dit aussi l'économie du don. Oui. Hein, le don du sang, le don de la vie, etc. est complètement détournée parce que pendant que je donne mes plaquettes, mon sang, mes ovules, mon cordon ombilical, si je pouvais le donner encore, en fait, il y a quelqu'un en arrière qui craque. Qui part comme un voleur et qui va en faire de l'argent, finalement. Bien sûr. C'est assez spécial. Mais c'est aussi en ce sens-là que nous sommes leurrés. J'allais dire, qu'on nous utilise, finalement, selon une première approche, mais en fait, il y a d'autres choses qui se trament et on n'en est pas toujours conscient. C'est pour ça que c'est difficile de dire non, ça suffit. Parce que on n'est pas toujours conscient de ça et c'est voulu qu'on ne le soit pas, je pense. Parce que... Ben, merci beaucoup, Thérèse Miron. On va se rendre auprès de Céline Lafontaine pour le débat final. Merci beaucoup de la richesse. Merci infiniment. Pour nous faire parvenir vos commentaires et suggestions, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse indiquée à l'écran. Visitez aussi notre site web pour approfondir le contenu de l'émission et connaître nos suggestions de lecture en lien avec le thème de cette semaine. Alors, Céline Lafontaine, je suppose que vous avez écouté avec beaucoup d'intérêt les propos de Thérèse Miron, et en particulier, moi qui voulais, je vais vous faire une provocation au départ, moi qui voulais me transformer en peau de soleil vert, c'est vu mon grand âge un jour. Je comprends. Ben, je trouvais que, ben, évidemment, le film Soleil vert, c'était toute la métaphore du recyclage du corps humain. Puis, effectivement, la logique dans laquelle s'inscrit la marchandisation du corps, de la bioéconomie, c'est vraiment dans cette optique que, finalement, nous allons poursuivre la croissance. J'y reviendrai. La question, évidemment, c'est qu'une fois qu'on voit l'effritement, quoique en ce
ce moment, il y a un problème au niveau du pétrole, mais de certaines ressources, comment la vie en elle-même va devenir une ressource. Et il y a cette idée de recyclage des corps dans une logique de bioéconomie, parce que le bio ici, c'est un détournement de l'idée d'une économie qui serait plus proche des processus biologiques, qui est liée à une théorie de la décroissance qui a été détournée. Donc, on a vu apparaître la bioéconomie au tournant des années 80, avec évidemment cette idée de pouvoir poursuivre la croissance malgré la perte, ou en tout cas l'alarme économique qu'avait sonné notamment le Club de Rome en 71. Et ce qui est intéressant, c'est que ça correspond, cette période de la fin des années 70 au début des années 80, à vraiment l'investissement massif dans les biotechnologies, dans les technologies de l'information, et dans l'agriculture industrielle. Et tout ça, c'est l'infrastructure, la base à partir duquel s'est développé le biomarché. J'aimerais qu'on consacre les quelques minutes qui nous restent, pas seulement pour mettre du baume sur les blessures de ceux qui nous écoutent et qui risquaient de déprimer, mais sur les alternatives. Et en particulier, on sent comme une espèce de 1984 exagéré ou exacerbé qui s'en vient. Est-ce que, première question comme ça, sans en faire un roman, est-ce que l'État a quelque chose à voir là-dedans? Est-ce que l'État a à mettre de la police? Est-ce qu'il y a des lois nouvelles qui devraient venir? Bien, c'est-à-dire qu'en ce moment, ce qu'on voit, c'est justement l'État ou l'économie du don, celui du don d'organes, celui du don de sang, c'est cette qui repose sur les systèmes de santé publics. Un des angles à partir duquel j'ai développé mon analyse, c'était justement la santé publique, donc le corps social, la solidarité à travers les corps. Et ce qu'on voit à l'œuvre dans le corps marché, c'est une privatisation de ces corps-là. L'idée que chacun a un capital santé dans lequel il faut investir. Puis évidemment, ultimement, la personne riche qui peut prendre soin de sa santé, qui est encore jeune à 70 ans, mais ses conditions de vie ne sont pas les mêmes, sera un gagnant face à des gens qui vont être responsabilisés du fait d'avoir fumé, d'avoir... Bon. Oui. Donc, c'est derrière ces enjeux-là majeurs. Et au contraire, ce que les lois, ce que je disais tout à l'heure par rapport aux années 80, la grande loi qui est à l'origine du corps marché, c'est le Bayh-Dole Act, qui est une loi américaine qui a permis la privatisation des recherches faites avec des fonds publics. Et c'est ça l'enjeu. Parce qu'en ce moment, il y a des banques de gènes, des banques cellulaires qui nous permettent d'avoir des avancées sur la santé, mais qui sont privatisées. J'entendais dans un documentaire récemment le découvreur du vaccin pour la polio. Et on lui avait posé la question, est-ce que vous avez un brevet? Puis il avait dit, mais non, on ne brevette pas le soleil, on ne brevette pas le vaccin. On était dans les années 50, pourtant dans la biomédecine, pourtant dans une des découvertes scientifiques qui a le plus amélioré la condition de santé, et il n'y avait pas l'idée même de pouvoir breveter, alors que maintenant, c'est la norme. Toute recherche en santé subventionnée par nos propres États sont transformées en capital, sont transformées par le biais, justement, de la logique de brevetage. C'est ça l'enjeu. Les gens vont donner à des banques génétiques. On a des grandes banques génétiques qui sont à l'origine de la nouvelle médecine, des médecines qui vont essayer de tenir compte des patrimoines génétiques différenciés pour faire des médicaments avec moins d'effets secondaires. Le problème, c'est que ces données qui sont à même nos corps génétiques, elles sont privatisées et que des compagnies privées, autant que des chercheurs, peuvent utiliser ces données, breveter les résultats et les vendre. Dans le fond, vous l'avez dit, c'est le système de la recherche qui est indissociable et de plus en plus indissociable dans les politiques actuelles du capitalisme. C'est pas la science en tant que telle. Et évidemment, ça pousse à certains types de recherche. Et moi, je suis... qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je me dis toujours, on ne peut pas changer ce dont on n'a pas conscience. Si on ne sait pas tout ça, bon. Mais à partir du moment où la société est éduquée à ce genre à ce que vous venez de dire, par un discours vulgarisé, bien sûr, pour qu'on comprenne. Vive l'émission Dialogue. Oui. Qu'est-ce que les gens peuvent faire? Quelle serait une attitude, entre guillemets, saine par rapport à ça?
Je pense que l'attitude la plus saine, ou en tout cas celle, évidemment, changer les lois, ce que je vous explique, c'est le BDOLAC, c'est le fondement du capital, c'est pas demain qu'on va le changer, on fera pas la révolution, bon. C'est vraiment le rapport à la santé. Et justement à la faiblesse humaine, qui est le cœur. Et moi, je dis souvent à mes étudiants, pensez pas qu'on va être capable de régler les changements climatiques, les problèmes environnementaux. On ne peut pas penser la finitude du monde naturel si on ne peut pas penser la finitude humaine. Et donc, c'est toute l'attitude qu'on a face à la maladie. Vous savez, en cancérologie, par exemple, on est dans la souffrance humaine, on est dans la souffrance humaine, mais c'est tellement valorisé l'idée de se battre jusqu'au bout, d'utiliser tous les traitements possibles, d'essayer. On va on va en soins palliatifs à la dernière minute. Donc, il y a une valorisation de la souffrance dans l'expérience, dans cette idée de se battre jusqu'au bout. Et c'est tout ce rapport aux soins qui est à questionner. C'est tout ce rapport aux soins, où on arrête, quand on arrête. Est-ce qu'on est obligé de tester tout sur soi? Et donc, évidemment, c'est des questions profondes parce que derrière ça, c'est le cœur de la performance, c'est l'idée qu'on a de l'être humain. Mais je trouve que, justement, ce qui est de l'ordre du soin, du soin, de prendre soin, et ce qui est de l'ordre de la thérapeutique, maintenant, c'est devenu problématique parce que, finalement, on fait subir des traitements qui sont extrêmement souffrants jusqu'au bout. Quand s'arrêter? Parce qu'à un moment donné, on sait que le prochain traitement, il ne sera pas nécessairement plus efficace, mais il y a une espèce de... Et ça, c'est généralisé dans la société. Vous avez parlé tout à l'heure de prendre soin. Il y a tout un mouvement, je ne sais pas où c'est né, je pense que c'est en Angleterre, Care, Share, Dare. Puis Martine Aubry a repris ça en France. Prendre soin, c'est-à-dire la sollicitude, pas la technique thérapeutique. Autrement dit, il y a déjà une réaction citoyenne là qui est en germe peut-être, non? Bien, c'est sûr qu'il y a le début d'une amorce de réflexion. Je dirais que les tendances, malheureusement, qu'on voit actuellement, une technicisation plus grande des soins de santé. Moi, je me pose toujours des questions quand on est en train, par exemple, de mettre des robots pour soigner les personnes âgées plutôt que soit des animaux, soit des humains. Donc, il y a toute la question du lien. Mais c'est vrai qu'il y a une réflexion qui émerge de ce côté-là. Je pense que cette réflexion sur le soin, le corps, mais surtout la limite du corps, sur l'état de dépendance, parce qu'on est dans une société qui valorise l'autonomie, mais c'est une autonomie qui est désanthropologisée, puisqu'on vient au monde dans la dépendance et on meurt dans la dépendance, la condition humaine, et qu'on est de plus en plus dépendant des processus technologiques, techniques, et la médecine est calquée sur ces enjeux-là. Autrement dit, l'autonomie, c'est la meilleure gestion possible en termes de développement de nos dépendances et non pas la suppression des dépendances. Dans la fin de votre livre, vous dites, il faut, et puis j'ai pris ça très au sérieux, mot par mot, et je nous invite à en faire autant, repenser nos valeurs. Repenser nos valeurs. Par où on commence? Bien, c'est un peu ce que je disais, hein, repenser les valeurs, c'est d'abord la définition de la santé, la définition du lien social et les rapports au corps. Parce que penser le corps comme un peu... Bien, évidemment, on est dans une vision très utilitariste du corps. On l'utilise comme matière première. En même temps, on l'utilise comme faire-valoir parce que de plus en plus, on va transformer notre corps pour répondre à des normes, mais aussi pour se différencier. Le corps est de plus en plus le lieu d'enjeux identitaires, de tatouages, où à travers le corps, on essaie d'exprimer quelque chose, mais qui est toujours de l'ordre d'une logique de performance. Et donc, les valeurs, c'est celle-là. Et les valeurs aussi, c'est la place qu'occupe la science, parce que moi, ce que je considère, par exemple, dans la biomédecine actuelle, c'est que la science, bien, la médecine a toujours été une science appliquée, mais elle est de plus en plus tributaire des potentialités techniques. Et donc, on prend de plus en plus la technique, la transformation possible du corps, et là, c'est les valeurs mêmes de la limite. Comme je disais, le problème, c'est que notre modèle du corps humain, et en médecine, c'est un modèle de la machine. Et donc, on est toujours défaillant face à une machine. Donc, c'est ces valeurs-là. Et surtout, la question de la solidarité sociale. Ce que je me rends compte dans le corps marché, mais ce qu'on voit, et ce que plusieurs sociologues, malheureusement, constatent, c'est qu'on est de plus en plus insensible aux inégalités sociales. On est de plus en plus sensible à certaines logiques identitaires, à certaines revendications identitaires qui passent par le corps, notamment l'accès à une nouvelle technologie de reproduction et tout ça, et de moins en moins sensible aux inégalités sociales. Et le corps, c'est la santé, c'est le terreau des inégalités sociales.
Encore aujourd'hui, dans nos sociétés, les riches ne meurent pas des mêmes maladies que les pauvres, les enfants. Et donc, on va être aussi beaucoup plus sensible face à la maladie qui est le tragique de l'existence, mais à quelque part qui nous dit quelque chose de la condition humaine, malgré toute la souffrance, que face à des enfants, des inégalités sociales qui pourraient être politiquement, collectivement, enrayées. Oui. Et ça, c'est problématique. Moi, je suis sociologue. Ça me pose un problème qu'on donne des milliards pour telle maladie, bien que je comprenne pourquoi les gens le font et qu'on soit complètement indifférent à nos enfants dans nos écoles qui manquent de tout, qui manquent de ressources. C'est une incohérence. J'ai envie de rebondir par rapport à ça, parce que vous venez de parler d'école. On dit souvent qu'il ne faut pas confier la politique aux politiciens, sinon ça dérape automatiquement. Puis on applique cette formule-là à beaucoup d'autres professions. J'ai l'impression qu'on confie un peu trop, d'abord aux hommes d'affaires peut-être, et au corps médical constitué et autopromoteur de lui-même. La question de la santé, de la vie, de la finitude. À qui faudrait-il repenser les valeurs, là? Ça veut dire, demain, là, est-ce que c'est vers l'école? Est-ce que c'est une citoyenneté qui doit prendre en charge la santé au niveau de tous les jours et des communautés? Qui mobiliser? D'abord. C'est ça la vraie question. Moi, je pense que l'un et l'autre sont interreliés de toute façon. C'est difficile de dire on va opter pour la citoyenneté, admettons, puis on verra ce qui se passe du côté scolaire. Je pense que c'est dans un mouvement de balance ensemble qu'on va réussir à, en tout cas, arriver à peut-être changer notre façon de percevoir les choses. Et je me permets, j'ai beaucoup apprécié quand Madame disait que même l'expérience de fin de vie est une performance. Mais vous rendez-vous compte ce que ça signifie? Moi, je connais des gens qui ont, en toute connaissance de cause, refusé certains traitements, sachant que la mort arrivait. Bon, bien sûr. Et d'autres personnes disent, mais hein, comment ça se fait? Il y a une possibilité, puis tu refuses, etc. On dirait qu'on n'est pas capable de se mettre dans l'esprit qu'à un moment donné, on puisse laisser aller, au lieu de suivre des traitements, comme vous dites, qui sont très durs, et etc. Mais plus profondément, et je ne veux pas entrer trop dans l'expérience personnelle, mais plus profondément, moi, j'ai quelqu'un de très proche de ma famille qui est en soins palliatifs depuis 2 ans. 2 ans? Oui, non, mais c'est ça, c'est dès qu'il y a un refus de traitement, évidemment, on risque. Donc, et finalement, ça peut constituer aussi une espérance de vie allongée. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que souvent, les gens meurent des traitements eux-mêmes et que, par exemple, dans le cas du vieillissement, les maladies dégénératives comme le cancer, dans le cas d'un cancer lié au vieillissement, peut-être que l'absence de traitement, des fois, prolonge la vie. En tout cas, prolonge la qualité de vie. Pour moi, j'en suis convaincue. Dans la mesure où on ne laisse pas souffrir les gens. Bien sûr. Et donc, on envoie les gens très tardivement en soins palliatifs. Alors que, pour toutes sortes de raisons, parce que c'est l'idée d'une défaite, mais en même temps, ça pourrait être... Parce que dans le soin palliatif, qu'est-ce qu'on fait? Essentiellement, on soigne la douleur, puis on fait de l'accompagnement. Au lieu de soigner la maladie ou son issue positive. Ben, merci beaucoup. Merci. On pourrait continuer comme ça longtemps. On va faire une série bientôt. Je termine simplement en vous indiquant quelques livres. D'abord, évidemment, à tout seigneur, tout honneur, si je peux parler de seigneur, Le corps marché de Céline Lafontaine aux éditions du Seuil. Je ne touche aucun droit d'auteur et elle, la moitié des impôts va lui en bouffer. Donc c'est pas une question de valeur d'échange, comme on dit. Mais avant, elle avait écrit un livre qui était vraiment dans l'autre, dans le sillage du précédent, La société post-mortelle. J'espère que vous, au Seuil aussi, et j'espère que vous pourrez nous faire bénéficier bientôt de votre talent d'écrivaine. On n'en a pas parlé beaucoup. La société du risque, Ulrich Beck, c'est un sociologue allemand, je pense, ou autrichien. Oui, qui est décédé cette année, qui vient en décembre, là, qui est un des grands penseurs de la... Alto chez Aubier, Luc Boltanski, que vous indiquez dans votre bibliographie d'ailleurs, de 16 pages, le nouvel esprit du capitalisme chez Gallimard. Et puis, comme penseur de
essentiels, je dirais. Henri Atlan, alors j'en ai amené deux ici. Un qui rejoint tout à fait vos préoccupations, Entre le cristal et la fumée, essai sur l'organisation du vivant. Et puis Henri Atlan, un titre tout à fait à la Jeanne Kelevitch, si j'ose dire, Tout non peut-être, Éducation et vérité. Le sous-titre est peut-être plus significatif que le titre. Merci beaucoup. Merci de nous avoir fait confiance et de nous avoir suivis. Et j'espère qu'on va vous retrouver pour un nouveau rendez-vous de l'émission Dialogue.